Vous êtes sur CGT Français en direct depuis Béziers. Bienvenue dans l'essentiel et l'émission qui décrypte tous les mardis et jeudis les grands sujets d'actualité internationale avec les analystes sur place et en ligne. Le forum de Boao pour l'Asie a ouvert ses portes à Boao dans l'île de Hainan au sud de la Chine. Le thème de cette année tourne autour de l'épidémie et le monde, promouvoir conjointement le développement mondial et construire un avenir commun. Quel est le rôle de cette plateforme de consensus asiatique dans la relance mondiale alors que la planète connaît une forte récession? L'intégration commerciale en Asie représente-t-elle des défis ou des opportunités? Nous vous invitons à participer à notre discussion en envoyant des messages via nos réseaux sociaux. Et sur le plateau se trouve avec moi Nicolas Heuresin, commandateur de CGTN, et en ligne avec nous Monsieur Sutier Bing, spécialiste en relations internationales, et Monsieur Mondir Sajad Bécharé, politologue et écrivain français. Bonjour à tous. Bonjour. Et donc nous allons tout d'abord en duplex avec Zhang Shanhui qui est sur place à Hainan, qui nous passera plus de détails. Bonjour Shanhui. Bonjour Cécian. Alors en ce moment je suis devant le centre de conférence du forum de Boao pour l'Asie et comme des années passées, nous avons vu cette année aussi la venue des délégués internationaux venant du monde politique, du monde économique, d'entreprises ainsi que le monde des médias internationaux. Donc si vous voulez, c'est une conférence et une occasion pour les délégués et les représentants de différents mondes internationaux à venir discuter les principaux sujets concernant l'Asie et la Chine. Qu'est-ce qui a marqué la particularité de la tenue de conférence cette année? Eh bien, il y en a deux. La première particularité, c'est la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en Chine qui a également influencé la tenue de ce forum Boao pour l'Asie. Et la deuxième chose qui pourrait être intéressant pour nos téléspectateurs, c'est d'entrer en vigueur de l'accord RCEP qui est entré en vigueur le 1er janvier 2022, qui est un accord de libre-échange concernant 15 pays dans la région asiatique. Est-ce que l'entrée en vigueur de cet accord de libre-échange va-t-elle peut-être booster la confiance dans l'investissement et dans la consommation dans la région asiatique? Peut-être on trouvera la réponse durant ces 3 jours de conférence. Et bien sûr, il y a aussi d'autres sujets qui vont intéresser le grand public et qui vont intéresser les délégués sur place. D'abord, c'est le développement de l'économie verte et la réduction de l'empreinte carbone. La deuxième, c'est le développement de la technologie métaverse, qui est aussi une conception très à la mode aujourd'hui à l'international. Et puis le troisième, c'est sur la sécurité et le partenariat dans la distribution des vaccins aujourd'hui durant l'épidémie de Covid-19 dans le monde entier. Donc plusieurs grands sujets ont été apportés pendant le forum, c'est ce dont on va parler tout à l'heure dans l'émission. Merci Shanhui pour vos éclaircissements. Ce matin, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours inaugural lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle du forum. Qu'est-ce que vous avez retenu de son discours, Monsieur Xu? Premièrement, je pense qu'on a entendu, c'est la continuité de l'ouverture face, je dirais, à certains commentaires en disant que la Chine se recule, se referme devant une certaine insécurité. Non, on dit, voilà, c'est la continuité. Deuxièmement, je pense que c'est très important, c'est surtout qu'après, je dirais, le déclenchement de la crise russo-ukrainienne, alors qu'on voit certains effets négatifs dérivés de cette guerre, qui va beaucoup affecter la chaîne de production et la chaîne de distribution mondiale, à l'échelle mondiale. Là, moi, je pense que oui, il faut renforcer cet multilatéralisme. Il faut dire qu'il faut bien garantir et renforcer la chaîne de production. Donc, c'est la continuité de la mondialisation. Et troisièmement, bien sûr, c'est qu'on a vu que depuis 2 ans, un peu plus, c'est que le Covid-19 sévit dans le monde entier. Il y a beaucoup de l'activité économique transnationale a été arrêtée, affectée. Alors là, il faut prendre des mesures pour renforcer la croissance, mais aussi la confiance.
Il y a beaucoup de sujets internationaux qui ont été Ouais. apportés, comme la sécurité mondiale, la Covid, mais c'est surtout un forum pour l'Asie. Rappelons que le forum de Boa pour l'Asie a été créé en 2001 en vue de promouvoir l'intégration de l'économie régionale et a été les pays asiatiques à atteindre leurs objectifs de développement. L'Asie représente aujourd'hui 67% de la population mondiale et un tiers de volume économique total de la planète. Donc le forum de Boa aujourd'hui ne peut plus passer inaperçu. Nicolas, quelle est l'évolution du rôle de ce forum depuis ces 2 décennies? Bah, vous l'avez bien remarqué, hein, fait remarquer, dans les années 80, je dirais que l'Asie c'était 20% du PIB mondial. Là, on arrive quasiment à 50% si on prend tous les pays d'Asie. Donc l'influence économique, politique, globalement stratégique de l'Asie devient prépondérant depuis une dizaine d'années. La Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale. Elle est en train de peut-être dépasser bientôt les États-Unis. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce pivot vers l'Asie. Et on voit aussi que les Américains ont également une politique tournée vers l'Asie. Bon, bien sûr, il y a eu il y a en ce moment la guerre en Ukraine, donc qui fait que la stratégie américaine revient un peu vers l'Europe. Mais essentiellement, depuis une dizaine d'années, les Américains regardent vers l'Asie parce qu'ils pensent que c'est cette région du monde qui a le meilleur développement, le potentiel économique le plus important. Donc c'est vrai que le BOAO en fait reflète un peu toute cette importance qui est la place de l'Asie actuellement. Et Monsieur Pécharé, comment voyez-vous le rôle de l'Asie? Est-ce que son rôle a été changé, a été réévolué depuis cette période? Oui, alors si on regarde la période de Covid, bien sûr que l'Asie a pris une nouvelle importance qui est plus dans l'esprit, dans l'imaginaire mondial par rapport à la manière dont beaucoup de pays asiatiques ont réussi d'une certaine mesure à contrôler ou gérer le Covid, ou en tout cas proposer un modèle de gestion nouveau et différent comparé au reste du monde. Donc du coup, cette importance du continent asiatique est beaucoup plus subtile et moins tangible. En dehors de cela, oui, comme vous deux, vous l'avez répété, on ne peut pas se cacher derrière... on ne peut pas mentir sur les chiffres. On parle de développement économique, on parle de population, qu'on parle de poids par rapport au PIB mondial. L'Asie reste incontournable. Mais il faut également voir l'Asie pour ce qu'elle est géographiquement, à savoir un pont à travers 2 pôles de développement, donc de pré-développement, à savoir l'Europe et l'Amérique du Nord, et en fait qui essaye de réinventer la manière dont comment gérer un océan, donc l'océan Pacifique, et comment apprendre à distinguer et dissocier les différents termes entre Asie du Sud-Est, Asie de l'Est, Indo-Pacifique, etc. Je pense que le fait que on rentre dans une nouvelle ère qui est en train de graviter son pôle et son pulse à travers l'Est reste quelque chose qui est primordial et avant tout incontournable. Et on sait que le forum a été initié par la Chine. Quel est le rôle de la Chine, monsieur Su, dans les perspectives économiques et aussi le progrès de l'intégration en Asie? Comme nos deux amis avaient bien dit, c'est qu'aujourd'hui, l'Asie de l'Est devient un des moteurs les plus importants qui va dépasser proportionnellement, je dirais, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et deuxièmement, je pense que le forum de Boao, comme son nom indique, reste un forum, donc une plateforme pour consulter, pour échanger, et pas pour la décision. Mais c'est surtout un forum qui écoute, qui reçoit tous les gens, de discussion. Parce que, bon, finalement, c'est qu'en Asie, il n'y a pas une supra-organisation régionale. L'Asie est trop grande, que ce soit l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, et puis l'Asie du Nord-Est, et aussi le monde de l'arabe. L'Asie se divise en plusieurs sous-régions. Donc, c'est à travers les organisations sous-régionales qu'on va pousser le processus de sous-régionalisation. Et la Chine se trouve dans une certaine position un peu centralisée, qui touche un peu avec chaque partie, avec chaque région, sans pour autant être membre entier dans une organisation. Donc on a vu Chine ASEAN, Chine
Golfe Coopération, Chine-L'Asie du Sud. Donc, dans ce cas-là, la Chine joue un rôle de rassembleur. Et bien sûr, c'est le forum. C'est là qu'on voit depuis 20 ans, c'est qu'au début, on pense que voilà, ce serait une sorte de forum de l'Asie, mais parallèle avec Davos. Mais aujourd'hui, on voit que si on va sur la présence des leaders ou des businessmen, c'est venu du monde entier, y compris la partie, disons, de l'Afrique et l'Océanie. Et d'autre part, je pense que chaque fois quand on propose quelque chose comme initiative, il y aurait dans 2 ou 3 ans, on voit certaines progressions dans la sous-régionalisation, notamment, je dirais, comme on le sait, c'est CIPO, donc c'est l'accord d'intégration économique totale qui est récemment naître dans cette région. Donc vous voulez dire le forum va progressivement au-delà de l'Asie, vers le monde entier. Est-ce que la Chine, enfin on sait que la Chine préconise toujours le multilatéralisme, et est-ce que la Chine a vraiment connu des résultats concrets dans cette vision de coopération internationale, Monsieur Pécharé? Oui, alors je dirais que c'est trop immature pour donner une réponse directe et concrète et tangible. En tout cas, on entre dans cette agora que vous parlez, plateforme de discussion, mais je dirais c'est plus un agora de langage pour essayer de chercher en fait comment approcher une meilleure intégration multilatérale et comment en fait casser les logiques des intégrations bilatérales pour pouvoir dépasser en fait les logiques d'hier. Quand on parle de plateforme de discussion, il faut aussi voir au-delà du langage, la grammaire de ce langage, à savoir l'application multilatérale et également relative en fonction des pays qui font partie de ce forum. Et au-delà de ça, je pense que vous allez parler du REC. Pourquoi? Parce que chaque pays vient un peu comme un menu à la carte. Et du coup, il faut comprendre ce qu'est la Chine à travers ce langage et à travers cette grammaire. Oui, tout à l'heure, on va parler du système de l'accord de RCEP. Mais là, concrètement et personnellement, comment évaluerez-vous l'environnement des affaires en Chine actuellement? Alors, je dirais liquide et solide. Solide, pourquoi? Parce que le contexte actuel, Covid, fait que concrètement, voilà, les frontières restent presque fermées. Le déplacement des chairs et des eaux est très difficile. Mais en tout cas, cela incite et pousse à proposer un modèle d'intégration des affaires différents, et en fonction des provinces. Il ne faut pas regarder la Chine tant que Chine complète, mais il faut regarder aussi les Chines en Chine, à savoir que les différentes provinces vont avoir des dialogues économiques différents, et il y a des supercités différentes. On parle de Shanghai Exhibition Event, donc que ce soit par rapport à la Chine à l'extérieur ou à la Chine à l'intérieur avec Canton Fair à Guangzhou. Et il y a plusieurs manières d'approcher ces affaires en Chine. Aujourd'hui, en 2022, il faut composer avec le contexte du Covid, mais également un contexte de digitalisation de l'économie qui cherche en fait à une spécialisation et une diversité des contrats, et du coup pas être ouvert pour tout et n'importe quoi entre guillemets, mais s'orienter par quelque chose de beaucoup plus sustainable, beaucoup plus durable et beaucoup plus en osmose avec les attentes d'aujourd'hui, à savoir l'environnement. On va parler bien entendu de la sécurité sanitaire et tout ce qui est en rapport à chercher une healthcare, un modèle médical plus grand en Asie. Vous l'avez bien dit, l'idée de coopération et de solidarité est bien solide, mais la pratique s'avère plus compliquée avec les conditions sanitaires. Nicolas, est-ce que vous pensez que la Chine a offert des conditions plutôt positives aux investisseurs étrangers en Chine? En tout cas, c'était la tendance qu'on observait ces dernières années. La Chine avait décidé un peu de réformer pour son système d'accueil des investissements directs étrangers, de clarifier beaucoup de démarches administratives pour attirer plus d'entreprises étrangères, pour faciliter leur implantation. Bon, c'est vrai que le Covid a donné un coup d'arrêt à ces mesures, ces accords qui étaient en cours. Donc aussi également pour les échanges actuellement, on voit comme le port de Shanghai est bloqué par exemple, donc ça ralentit beaucoup les échanges économiques.
Donc c'est vrai qu'au niveau des marchandises, malheureusement, là on voit une sorte de coup d'arrêt. En tout cas, j'espère que dans les prochains mois, ça va se rouvrir. Mais on peut aussi observer qu'il va y avoir de plus en plus voilà, de dématérialisation de la monnaie aussi. Ça, c'est la Chine est en train de travailler là-dessus, sur cette monnaie numérique. Et on va voir, déjà ça a été mis en place dans quelques provinces en Chine, on va voir un peu ce que ça va donner dans les années à venir, histoire de un peu se décoller un peu de la prédominance du dollar. Donc ça peut être aussi une manière pour la Chine d'être plus indépendante dans le contrôle de sa monnaie, des échanges. Ça peut aussi un point tournant pour le développement économique en Chine, en Asie, dans le monde entier. Dans le monde même. entier, et voilà. Et il faut noter que le forum de Boao se tient à Hainan, donc c'est le port de libre-échange en Chine. Monsieur Xu, quel est l'atout de la mise en place de cette norme économique libre-échange? Au milieu des années 80, quand l'île de Hainan devient, je dirais, une province, on a peut-être un peu trop, je dirais, estimé l'essor de cette île. Alors, après 20 ans ou, disons, 30 ans d'expérience, on devient beaucoup plus réaliste. Alors, il y aurait toute une série de mesures pour transformer, par exemple, les paradis, des douaniers, des achats, le tourisme, etc. Alors que depuis 2 ans, on se transforme en une sorte de l'île de libre-échange. De nouveau, l'expérience va continuer. J'espère que cette fois-ci, peut-être, l'île aurait pu, je dirais, prendre vraiment un essor économique, surtout à cette période, je dirais, qu'on met de plus en plus sur neutralisation carbone, sur une sorte d'économie verte, et notamment digitalisation. On a vu que si les mesures, disons, accompagnées sont des correctes, je dirais, l'exemple de Hainan peut devenir, je dirais, un exemple une fois dans la nouvelle économie digitalisée et décarbonisée. Et justement, parlant du libre-échange, on va parler du partenariat économique régional global, donc l'accord du RCEP qui est rentré en vigueur cette année. Rappelons qu'il compte 15 membres, dont la Chine, le Japon, la Corée du Sud et de nombreux autres pays asiatiques. Rappelons aussi que le poids économique de cet accord, au total, ces nouvel espace commercial représente environ 30% du PIB mondial et une part équivalente de la population de la planète, soit un tiers de la population mondiale. Le poids géopolitique est aussi considérable. Il s'agit du premier accord qui lie les 3 poids lourds asiatiques qui sont la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Donc il s'agit de la plus grande zone de libre-échange du monde. Nicolas, le RCEP, c'est quoi ? Voilà, vous l'avez bien résumé. Ce qu'on peut préciser, donc c'est un accord de libre-échange global entre 15 pays de la région Asie. Alors, essentiellement les pays de l'ASEAN, les 10 pays de l'ASEAN, plus, vous l'avez dit, les poids lourds, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, également l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, en fait, ça permet d'éliminer les droits de douane sur 90% environ des produits de cette région, et de manière plus ou moins progressive, c'est-à-dire que certains produits, ils vont perdre tout de suite donc leur tarif, leur droit de douane. Par contre, pour certains autres, ça va prendre un peu plus de temps. Ça sera échelonné sur une vingtaine d'années. Donc c'est intéressant pour tous ces pays qui avaient en général des accords bilatéraux. Donc ça permet en fait d'uniformiser tout ça, de simplifier les démarches administratives aussi pour les entreprises, pour pouvoir s'échanger les biens et les produits. Donc cet échange se porte sur un tiers du PIB mondial. Au niveau de, par exemple, la Chine qui n'avait pas vraiment d'accord bilatéral de coopération bilatérale avec le Japon ou la Corée du Sud, dans ce partenariat, c'est fait. Maintenant, tous ces pays sont en gros partenariat. Donc ça va prendre quand même quelques années pour mettre tout ça en place, pour que les entreprises s'habituent un petit peu à toutes les démarches. Ça va être accompagné par les gouvernements pour un peu lisser tout ça. C'est pour ça que c'est un petit peu progressif. Mais pour l'instant, c'est lancé. Ça a été un peu freiné avec la Covid-19, mais maintenant, ça y est, c'est sur les bons rails. C'est vrai que ça vient d'entrer en vigueur, c'est trop tôt encore de dire comment ça va se réaliser, mais parfois le rôle de ce système RCEP est assez polémique, surtout dans le monde occidental. Certains médias affirment que le RCEP est à double tranchant, donc positive pour les pays signataires, bien sûr, mais désavantageux pour les autres. On entend même polarisation asiatique.
avec ce forum. Êtes-vous d'accord, Monsieur Pécharé? Oui et non. Après, on peut toujours jouer avec les mots. Entre polarisation, je dirais plus une homogénéisation et du coup, être en dehors d'une certaine, concordance et assemblage, entre guillemets, économique de certains pays. Être à l'extérieur d'eux, c'est avoir ce complexe de ne pas être invité à. Donc la personne qui n'est jamais invitée à votre dîner aura toujours un certain resentment, un certain orgueil. Mais en dehors de ça, si on veut parler d'un côté beaucoup plus technique, oui, on peut voir cela comme d'une manière assez polaire. Pourquoi? Parce que on est en train de privilégier, de monopoliser ou alors de régionaliser supply chain, donc une chaîne comment dire, supply. Oui, et du coup, cela en fait va mettre une priorité sur un chemin qui est déjà bien tracé et déjà bien huilé. Et donc, les pays qui sont en développement, surtout en Asie centrale ou d'autres pays beaucoup plus pauvres, etc., auront ce besoin de choisir. Vais-je à l'ouest ou vais-je à l'est? Et donc, ce côté polaire est plus, en fait, une question de pragmatisme par rapport à un nouvel environnement économique qui est, bien entendu, en priorité vers ce que les pays ont déjà construit à travers des accords bilatéraux. Et ces accords bilatéraux, surtout dans l'ASEAN et le reste de l'Océanie, est en train de se homogénéiser dans une région du monde. Et ceux qui ne font pas partie de cette table, du coup, restent un peu à l'écart de ce développement qui, entre guillemets, s'accélère. Est-ce qu'on peut dire sur ce point, j'avais certains points, c'est que les États-Unis, au début, c'est un des acteurs dans cette initiative de libre-échange. Et sous administration Trump, elle a été retirée. Alors jusqu'à maintenant, c'est que la nouvelle administration Biden reste imprécis sur ce point-là. Faut-il vraiment faire une sorte de forteresse économique à l'Amérique du Nord ou, disons, participer? Là, ça reste incertain. Et deuxièmement, malgré certaines hésitations, je pense que l'Inde va montrer de plus en plus d'intérêt à participer dans ce libre-échange. Et enfin, à ce que l'on le sait, que de plus en plus de pays du continent de l'Amérique latine, surtout côté Pacifique, s'intéressent aussi à cet accord. Donc, ce n'est plus une sorte de polarisation uniquement sur l'Asie-Pacifique, et ça va bientôt toucher l'océan Indien et de l'autre côté disons, du Pacifique. Oui. Donc vous voyez des potentiels et des perspectives d'élargissement de l'accord RCEP? Tout à fait. Ok, donc comment voyez-vous, Nicolas, sur polarisation asiatique? Oui, c'est intéressant pour l'Inde qui avait été invitée en fait, à participer à ce partenariat et qui a après hésité, refusé, mais qui reste quand même, qui a gardé une option dessus en fait, qui pourra peut-être à terme le rejoindre d'ici 2-3 ans. En voyant, elle va être patiente, elle va voir un peu si ses intérêts peuvent être, sont remplis ou pas. Moi je dirais que c'est vrai que c'est la même chose pour l'Union européenne. Et effectivement, on peut dire que l'Union européenne s'élargit. Beaucoup de pays voudraient intégrer l'Union européenne, mais il n'y a pas toujours de place pour tout le monde. Et il faut aussi avoir un certain niveau pour y entrer. Donc il y a toujours des déçus. Il y a des déçus pour l'Union européenne, il y aura des déçus dans ce partenariat. On ne peut pas malheureusement l'éviter. Le but, c'est d'aider à mieux circuler les biens et les produits à l'intérieur de tous ces pays signataires de ce partenariat. Donc effectivement, il y aura donc davantage de produits échangés. Il y a un avantage pour les produits de la région, ça c'est indéniable. Mais je pense qu'au final, au niveau de l'économie mondiale, ça devrait être bénéfique. Et Monsieur Pécharé, comment voyez-vous le futur rôle de l'Asie? Je pense que le futur rôle de l'Asie est un retour indirectement de l'histoire. Par rapport à son héritage de connectivité qui peut se matérialiser par différents chemins politico-socio-économiques, que ce soit Ida Ilu, Belt and Road, les nouvelles routes de la soie, ou là qu'on parle un peu de ce RECP et autres. Je pense que l'Asie retrouve en fait une grandeur qu'elle a un peu indirectement perdue et
en entrant dans un chemin économique propulseur. Car maintenant, l'Asie est l'endroit au monde où on pose maintenant, enfin des innovations et un nouveau langage en fait des développements économiques qui est en dehors des schémas pseudo nord-atlantiques ou européens. Cela montre en fait que l'Asie qui peut être indirectement représentée par des grandes puissances comme la Chine, la Corée, le Japon, mais également d'autres puissances émergentes comme la Thaïlande, etc., qu'ils ont réussi indirectement à conjuguer une culture pseudo-confucéenne et avec un essor économique avec leurs propres caractéristiques. Et comme on aime parler souvent de la Chine et de ses caractéristiques pseudo-chinois, peut-être on pourrait maintenant demain parler de développement économique avec des caractéristiques asiatiques. Et Nicolas, comment voyez-vous le rôle de l'Asie dans le futur, surtout avec l'accord de RCEP? Est-ce que l'Asie va prendre une place beaucoup plus importante, beaucoup plus pesante dans le monde? Je pense que c'est indéniable, hein, c'est la tendance, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est une tendance irréversible de l'histoire. On a bien résumé, hein, voilà, c'est un moteur, une propulsion. Il y a beaucoup de pays avec beaucoup de jeunes en fait, hein, qui sont. Et puis il y a des pays qui connaissaient un fort développement économique, hein, malheureusement avant la pandémie de Covid-19. Hein, je pense à l'Indonésie, le Vietnam, voilà, c'est des pays qui sont vraiment en forte émergence. Il y a des disparités, donc ça c'est un des défis à relever, hein, entre les différentes régions. Il y a des pays économiquement très forts, hein, et très industrialisés, hein, comme le Japon, la Corée du Sud, voire l'Australie. Des pays comme la Chine qui sont entre les deux, alors très puissants, très industrialisés dans certaines régions et encore très ruraux dans d'autres. Et des pays qui sont en difficulté plus ou moins économiques et politiques, hein, que ce soit au Myanmar, des problèmes aussi politiques en Thaïlande. Donc voilà, en fait, il y a beaucoup de disparités. Il va falloir, et peut-être que ce partenariat avec ces échanges économiques plus fluides et plus intenses vont permettre de lisser un peu ces disparités économiques et faire que l'Asie vraiment émerge en tant que grande puissance régionale au niveau mondial. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Face aux opportunités et aux défis de la mondialisation économique, la bonne chose à faire est de saisir toute opportunité et de relever ensemble les défis. Merci Nicolas, merci Monsieur Su, merci Monsieur Pécharé. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle édition de l'Essentiel. À très bientôt sur CGTN Français.